Au point de vue comédie. Sur le plan comédie? Oh non. D'ailleurs, parce que je crois que le métier de comédien ne s'apprend pas. C'est mon opinion. Elle est peut-être fausse, notez bien, mais je pense que ça ne s'apprend pas. Qu'est-ce qu'il vient faire, Brunet, là-dedans? Brunet? Oui, bah t'as bien parlé de lui. Bah, je l'ai mentionné pour l'anecdote, quoi, où je me souviens, ou je ne me souviens pas, quoi. Oh, mais prends ton temps, réfléchis à ça et à autre chose. Parce qu'avec ton palmarès, t'es bon pour l'Arleg. On n'a pas l'impression que ça travaille pour vous. Et pourtant, c'en est un, quand même. Ah oui, quand même. Bah oui, c'est un travail. Oui, mais enfin, faut pas en faire un monde, hein. Faut pas en faire un monde. En 30, la maison Pâté cherchait un jeune premier d'opérette, quoi, pour tourner une opérette. Et alors j'ai été faire un essai, je me suis trouvé lamentable d'ailleurs, une gueule impossible. Enfin, je me suis dit, ça y est, c'est fini, c'est râpé, on va pas me prendre. Et finalement, ils m'ont pris. Et puis alors, ça s'est enchaîné, c'est là où j'ai commencé à jouer les... C'est là que le danseur est devenu un dur. Voilà, c'est là que le danseur est devenu un dur. Nous l'avons tant aimé, Jean-Alexis Moncorgé, dit Jean Gabin, qui a marqué à jamais le cinéma français de son immense personnalité, de son charisme époustouflant. Qui est Jean Gabin? Alors par conséquent, si vous le voulez bien, vos noms, prénoms, âge et qualité. Eh ben, Jean Gabin Alexis Moncorgé. Votre âge? 55 ans passés, je vais sur ma 56e année, et qualité comédien. Mais excellente. Bon. Né le 17 mai 1904 à Paris, sa gueule d'amour crève l'écran dès ses premiers films. Il tourne rapidement avec les plus grands réalisateurs, tels Julien Duvivier, Jean Renoir ou Marcel Carné. Est-ce que l'on dirige Jean Gabin sur un plateau de cinéma? Diriger comment? Au point de vue technique ou au point de vue comédie? Sur le plan comédie? Oh non. D'ailleurs, parce que je crois que le métier de comédien ne s'apprend pas. C'est mon opinion. Elle est peut-être fausse, notez bien, mais je pense que ça ne s'apprend pas, sauf pour jouer certains classiques qui sont joués par tradition. Ça, c'est autre chose. Si sa fulgurante ascension impressionne, sa capacité à durer est tout bonnement exceptionnelle. Il figure parmi ces acteurs qui ont su rester au sommet en dépit des modes et des années. C'est un métier que je fais, je le sers le mieux possible, et puis c'est tout, quoi. Alors si c'est ça que vous appelez la passion, ben alors c'est de la passion, mais je le sers comme je l'ai toujours servi, quoi. J'essaye de le bien faire. S'il vous dit pas que ce métier est une passion, c'est qu'il le fait avec passion. Il n'a pas besoin de le dire. Ses personnages ont évolué avec son âge. Le jeune premier romantique, abonné aux histoires d'amour qui finissent mal, passe chef de bande, puis commissaire de police, incarnant notamment le plus célèbre d'entre eux, Maigret, avant de devenir, à la scène comme à la ville, un respectable gentleman farmer. Tu sais que j'ai la réputation d'avoir un sale caractère. Oui. D'avoir un caractère de cochon. Et moi d'être sévère, alors. C'est connu tout ça, Oui, c'est connu. bien sûr. Et alors tu n'es pas comme tes collègues, tu trouves pas que c'est embêtant de travailler avec moi? Si, de temps en temps, c'est pas très drôle. Tiens donc. Ouais. Ah bon? Ah bon, bah tu me le dis maintenant, là. Mais toi, tu peux m'en dire autant, Hein? tu le sais. Tu peux m'en dire autant. On a chacun un assez mauvais caractère, mais finalement, Non, on toi, t'es s'entend gentil. très bien. La deuxième partie de sa carrière commence dans les années 50, après un court passage à vide qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Ça a été dur, tu sais. Ça c'est ce que j'appelle alors ma période noire. Oui. Quand le drapeau noir flottait sur la marmite. Il découvre avec plaisir une nouvelle génération d'acteurs qui l'admirent, celle des Lino Ventura, Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, avec lesquels il tourne des films mémorables. Vous savez, je vais vous dire une chose, je me rappellerai toujours d'une chose que Jean Gabin m'a dit quand j'ai commencé à ses côtés à faire du cinéma. Il m'a dit, rappelle-toi que pour faire un bon film, il te faut 3 choses. Primo, une bonne histoire. Secondo, une bonne histoire. Et tertio, une bonne histoire. Devenu le patriarche du cinéma français, il s'amusera à tourner des comédies souvent dialoguées par Michel Audiard, entouré d'acteurs qui sont aussi ses amis, comme Louis de Funès, Bernard Blier ou Bourvil.
Vous avez eu, comme dans toutes les liaisons, quoi, des petites brouilles. Pourquoi? C'est que Jean... Oui, tu vas voir, c'est pas... Non. Tu vas voir, il va me faire porter le chapeau, il va me faire porter le chapeau. Il est réputé... Lui, c'est une poignée de flotte, il arrive toujours à se tirer du truc, tu comprends? Il est réputé pour avoir mauvais caractère, lui, tout le monde le sait. Moi, je passe pour avoir bon caractère, ce qui n'est pas vrai. Voilà. Au fond, on a tous les deux un petit peu mauvais caractère. Tu vas pas dire que j'ai mauvais caractère. Oh, qui dirait ça, je ferais rire tout le monde. Me permettrait pas. Non, mais c'est une légende, le coup de mauvais caractère. J'ai du caractère, c'est tout. Le Pacha 255, deuxième. Partez. Alors, et qui est ce poker? Ben moi, le petit Joe de Nanterre. Denis le bol et Fredo le Mexicain. Ça va, j'ai compris, arrête de mentir. Mais maintenant, je vais te dire quelque chose. L'un de nous deux bute l'autre. Toi, on te raccourcit, moi, on me félicite. Je sais bien que c'est injuste, parce que c'est injuste. Mais c'est comme ça. T'as contre toi 40 ans de bons et loyaux service et une conduite exemplaire. Alors, tu... Oh, et lui, tu viens me bâcher en dessous. Mais vous êtes chiant. Comment vous voulez... Mais c'est vrai. On peut pas... Moi, j'essaye de leur faire pour eux comme si on tournait. Je vois tout d'un coup une tranche qui s'amène et puis qui me fait ça. Son nom est associé à des films qui ont marqué leur époque et au-delà, l'histoire du cinéma français, tels Gueule d'amour, La Bête humaine, Pépé le Mocco, Le Quai des Brumes, La Grande Illusion et La Traversée de Paris. Populaire, il l'était, lui qui au cours de sa carrière attira dans les salles plus de 84 millions de spectateurs. On a affaire à une énorme vedette comme vous, on a toujours, je parle pour le public, le souhait de l'avoir le plus souvent possible sur les écrans. Vous êtes très gentil, mais d'abord, je suis pas une énorme vedette, et d'une. Et puis, ça dépend des sujets. C'est très difficile de trouver des sujets pour tourner. Dans la dernière partie de sa vie, son attachement à la terre se concrétise par l'achat d'une exploitation agricole où il assouvit enfin son rêve de toujours, élever des chevaux. Vous savez qu'on a une profession qui est pleine d'aléas. Il m'est arrivé d'en avoir. J'ai été en perte de vitesse pendant quelques années. Et comme j'ai toujours aimé la terre, je m'étais dit, mon Dieu, qu'à cette époque-là, si ça ne marchait plus au cinéma, je pourrais peut-être devenir fermier, pourquoi pas. La vie sentimentale de ce grand séducteur est jalonnée de belles rencontres. Il fut l'époux de l'actrice Gaby Basset, de la meneuse de revue Jeanne Mauchin et de l'ancien mannequin Dominique Fournier, mais aussi l'amant d'actrices mythiques comme Marlène Dietrich et Michel Morgan. Jean Gabin nous a quittés le 15 novembre 1976 à Neuilly-sur-Seine, à 72 ans, emporté par une leucémie. Jean Gabin naît boulevard Rochechouart à Paris d'un père cafetier, artiste de music-hall à 16 heures, et d'une mère chanteuse de cafecons. Après une scolarité des plus médiocres et une série de petits boulots sans gloire, son père le fait engager comme figurant aux Folies Bergères. Il est beau, il a 18 ans. J'ai débuté en 1922, l'hiver 22-23 aux Folies Bergères, car je viens du music-hall, j'ai débuté au music-hall, ensuite j'ai fait mon tour de chant, j'ai joué l'opérette, et jusqu'au jour où je suis entré au cinéma, c'est-à-dire en 30, il va y avoir 30 ans. En 1925, alors qu'il effectue son service national dans la marine, à Cherbourg, il épouse sa première femme, Gaby Basset. Revenu à la vie civile, il devient artiste de music-hall dans un style proche de Maurice Chevalier. Il se produit en France et en Amérique du Sud avant de devenir le partenaire de scène de Mistinguett. Sa carrière cinématographique coïncide avec l'arrivée du parlant. En 1930, il tourne Chacun sa chance avec le crooner Jean Sablon et Gaby Basset dont il vient de divorcer. Eh bien, le soir du divorce, on est partis tous les deux et on a dîné ensemble. Et on a dormi ensemble. C'est bizarre, hein? J'ai eu beaucoup de peine, mais je suis sûre qu'il en a eu parce que je vais vous dire, quelques temps après, il m'a envoyé une lettre et dans cette lettre, je vais vous dire un passage, qu'on est bête quand on est jeune de gâcher sa vie pour un béguin. Je pense souvent à toi et si tu es libre un soir, viens dîner avec moi. J'y suis allée dîner, bien sûr. On a dîné tous les deux ensemble. Et quand on a eu fini de dîner, il m'a mis la main sur le dos, il m'a embrassé, il m'a dit... Tu sais, ma pépette, je ne te laisserai jamais tomber. Et c'est vrai. En 1932, dans les Gaîtés de l'Escadron, Gabin apparaît aux côtés de Rému et Fernandel. Le 20 novembre 1933, il épouse Doriane Mauchin, une ravissante danseuse nue, meneuse de revue au Casino de Paris.
Son physique et sa présence à l'écran lui valent d'interpréter des premiers rôles dès 1934. C'est très simple, faut être décontracté. Oui. Faut être décontracté. Bah, alors sans ça, t'en sors pas alors. Mais je veux dire, quand on tourne un film, on reste quand même pas un peu dans l'ambiance quand le personnage que tu fais maintenant. Oui, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose que tu sois dans l'ambiance sur le plateau. Moi, par exemple, je quitte jamais le plateau. Moi, je quitte jamais le plateau. Je suis incapable d'aller au bistrot boire un coup. Je suis incapable de... même quand je tourne pas, quand c'est pas à moi. Puis alors, en général, quand on tourne, moi, je suis toujours là pour donner la réplique. Ce qui est normal. Ah oui, je suis le coup pour être dans le coup, quoi. C'est en 1934 que sa carrière prend un nouveau virage grâce à Julien Duvivier, avec qui il tourne La Bandera. C'est dans ce film qu'il installe son personnage de mauvais garçon romantique marqué par le destin. Jusqu'en 1939, il tourne dans la plupart des classiques du cinéma français d'avant-guerre, sous la direction des plus grands metteurs en scène de l'époque, les Duvivier, Renoir, Carnet, Prévert ou Grémillon. Presque tous les films que j'ai faits, je les ai faits avec très peu de metteurs en scène, parce que j'ai tourné 4 ou 5 films avec chaque metteur en scène, des fois plus d'ailleurs. Ça veut dire que tu es fidèle ou ça veut dire quoi? Peut-être, oui, je suis fidèle. Je suis fidèle, puis j'aime avoir mes habitudes, moi, tu sais. J'aime pas me retrouver en pays étranger. J'aime bien me retrouver mes vieilles habitudes. Je suis un vieux schnock maintenant. C'est dans Le Quai des Brumes qu'il murmure à Michel Morgan une réplique qui a fait le tour du monde. T'as de beaux yeux, tu sais. Je connaissais pas très bien Jean Gabin. D'ailleurs, je le connaissais presque pas. Je l'avais rencontré quelques jours avant. Et il était très taquin et moi, j'étais très jeune. Et je prenais tout très comme ça, sérieusement. Et alors, il s'était amusé à me taquiner juste avant de tourner cette scène-là. Il me disait oh, ben toi, t'es môme, tu sais pas embrasser, évidemment. Je n'osais pas répondre. D'ailleurs, j'étais tellement timide à cette époque. Je le suis toujours, d'ailleurs. D'ailleurs, ça me gêne horriblement de vous raconter ça, mais enfin, on m'a demandé une anecdote sur ce jour-là. Eh bien, il m'a tant taquiné qu'au moment de tourner cette scène de baiser, j'étais toute tremblante. Je ne savais pas comment faire ni où regarder. Alors, on a commencé à tourner et il m'a embrassée. Et il m'a embrassée pour de bon. Il m'a embrassée tellement que, Dieu merci, j'avais du maquillage. Sans ça, j'étais rouge pivoine jusqu'aux oreilles. Je ne savais plus où mettre mes yeux ni regarder. Pendant le tournage de Remorque, Gabin vit avec elle une brève aventure. La ravissante actrice n'a que 19 ans. Entre-temps, Jean Gabin s'était séparé de sa femme et vivait seul. Et nous sommes retrouvés là. C'est à ce moment-là qu'il m'a invité à dîner, que nous sommes plus et que nous sommes mieux connus. Après la défaite de 1940, il s'expatrie aux États-Unis. Il n'est pas question pour lui de tourner pour l'occupant, représenté par la compagnie Continentale. De 39 à 47, j'ai eu un trou. Alors, évidemment, j'ai fait 2 films en Amérique, mais on ne peut pas compter ça, tu comprends. J'étais obligé de les faire pour bouffer, c'est le cas de le dire. Parce que je m'étais barré, non pas pour le plaisir d'aller en Amérique, je le dis tout, franchement. Mais c'est parce que j'avais d'autres raisons de foutre le camp, tu comprends. Comme je voulais pas venir travailler à Paris à cette époque-là, je suis parti, quoi. J'ai eu l'occasion de partir, je suis parti. Si les 2 films qu'il tourne aux États-Unis ont peu d'impact, en revanche, sa liaison avec Marlène Dietrich est restée célèbre. Le 18 janvier 1943, Gabin divorce de sa seconde épouse et rejoint bientôt les forces navales françaises libres. Contrairement à beaucoup d'acteurs, il est lucide sur lui-même. Il sera le premier à admettre qu'à 40 ans passés, il ne peut plus incarner les héros romantiques. Bah forcément, tu sais, je suis parti, j'avais 37 ans. Alors je suis parti, j'étais en plein boom, quoi, parce que j'avais tourné tous les bons films que tu connais, que j'ai tourné. Bah, puis la guerre est arrivée, puis je suis revenu, j'avais les cheveux tout blancs. Ça m'a donné des complexes d'avoir les cheveux blancs. Pourquoi? Parce que je ne pouvais plus penser jouer les emplois que je jouais avant la guerre. Alors je me suis cherché un peu, j'ai fait quelques films qui n'ont pas été très heureux. C'est le temps d'une courte traversée du désert, jalonnée de films moins essentiels. Il y a des bruits qui courent disant que vous quitteriez votre profession, que vous ne feriez plus de cinéma à partir de l'année prochaine, c'est vrai? C'est exact. C'est dommage, c'est exact, mais c'est dommage. Non, c'est exact. À la fin de l'année prochaine, j'ai l'intention de m'arrêter. Pourquoi?
Eh ben pour des raisons de santé, parce que je commence à être fatigué. C'est un métier, bien qu'on puisse penser le contraire, c'est un métier terriblement fatigant. On y laisse beaucoup de ses nerfs, de sa santé. Jean Gabin caresse depuis longtemps le rêve de devenir propriétaire terrien. Il le réalise en 1952 en acquérant le domaine de la Pichonnière en Normandie. Ce qui ne sera pas sans créer quelques tensions avec les agriculteurs en lutte contre les grosses exploitations. Est-ce que cela devrait nous faire croire que vous êtes un dur dans la vie privée, et comme vous êtes un dur dans quelques-uns des rôles que vous avez joués? Non, je ne pense pas. Je ne suis pas un dur dans la vie privée. Je peux même vous affirmer une chose, c'est que cette histoire m'a fait beaucoup plus de peine, beaucoup plus de chagrin qu'autre chose. J'étais tout de même là depuis près de 10 ans. Je faisais partie de cette fédération puisque je payais mes cotisations. Et j'ai été très surpris que du jour au lendemain, comme ça, on me fasse cette chose à moi plus qu'à un autre. Marié en 1949 avec Dominique Fournier, un ancien mannequin de chez Lanvin qui lui donnera 3 enfants, Florence, Valérie et Mathias, il ne manque plus à son bonheur qu'un retour triomphal sur les écrans. Vous savez, il y a une énorme part de chance, Zitron, dans ce métier. J'ai eu l'énorme chance de tourner Touchez pas au Grisby. Et Touchez pas au Grisby, c'était en quelque sorte une réplique de ce qu'avait été Pépé le Moco dans le temps, avec, si vous voulez, 15 ou 20 ans de plus. Le film a marché et c'est reparti. Mais je vous dis, là-dedans, il y a une grande partie de chance. Oui, mais il y a aussi énormément de votre talent, Jean Gabin. Oh. Et je crois que s'il fallait... Je vous demande pardon de vous couper, Zitron. Oui. Mais un beau rôle, ça aide beaucoup un acteur. Beaucoup. À 50 ans, Gabin se rend compte qu'il peut encore étendre la palette de ses rôles. Grâce à la respectabilité que lui confèrent ses cheveux blancs, il est désormais crédible en médecin, en industriel, en juge pour enfants, voire en ex-président du conseil. Bon, on tourne. Attention. Quand vous voudrez, Jean. Toi, par exemple, tu sais... Je sais quoi? Madeleine. Bah quoi, Madeleine? Ah bah tu vois, toi aussi, t'es le seul. Je ne te crois pas. Mais on ne croit jamais. On a l'impression que vous faites un peu trembler les gens, c'est vrai ça? Je pense pas. Je pense pas, non. Pourquoi trembler, pourquoi non? On vous craint un peu. Non. Je vous jure que quand on me connaît bien, vous pouvez demander aux gens avec lesquels j'ai travaillé, avec tous les gens, enfin, que ce soit des techniciens, que ce soit les ouvriers ou quoi, les gars sont pas tendus parce que je suis là, non, pas du tout. Non, je pense qu'il faut faire ce truc-là sérieusement, quoi. Alors, évidemment, on peut pas toujours être à la rigolade. Il va également imprimer sa marque sur les personnages de Maigret et de Jean Valjean, qu'il interprète magistralement. Parallèlement à ses rôles dramatiques, il cultive une autre dimension de son talent, l'humour, grâce à sa complicité avec le dialoguiste Michel Audiard. Il y a qu'un truc que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il vient faire Brunet là-dedans? Brunet? Oui, bah t'as bien parlé de lui. Bah, je l'ai mentionné pour l'anecdote, quoi, où je me souviens, ou je ne me souviens pas, quoi. Oh, mais prends ton temps, réfléchis à ça et à autre chose. Parce qu'avec ton palmarès, t'es bon pour l'Arleg. Puis après, mon gros père, ben, quand tu sortiras, ça sera Bicêtre. Peut-être bien que tu pourras toujours raconter ta vie au petit vieux le soir sur un banc, mais enfin, moi, personnellement, je la vois pas Jojo, ta femme de vie. Oh merde, arrêtez un peu. Oh. Ben, mon pote, qu'est-ce que tu veux? Que ses partenaires s'appellent Louis de Funès, Bourvil, Bernard Blier, Jean Lefebvre ou Pierre Freinet, Gabin leur donne la réplique avec la même jubilation. L'année dernière, quand Claude Autant-Lara préparait son film, il m'avait contacté pour le rôle de Martin. Il est en train de me dire « Écrase, papa, écrase ». C'est pendant le tournage des Vieux de la Vieille de Gilles Grangier en 1960 que Gabin est promu officier de la Légion d'honneur. Au milieu de son abondante production des années 60 se détachent de purs chefs-d'œuvre comme Un singe en hiver avec Jean-Paul Belmondo ou Mélodie en sous-sol avec Alain Delon. Gabin m'a appris sur tous les points, m'a appris mon métier, je l'ai regardé travailler. Il m'a surtout appris à être exact, c'est-à-dire c'est un homme qui vraiment a une conscience professionnelle inouïe. Ça ne permet jamais d'arriver en retard, jamais de partir avant.
Et on est obligé d'être là, avec lui, tout le temps, présent. Dans L'âge ingrat, en 1964, il retrouve Fernandel, un acteur de sa génération qui lui aussi a connu un parcours exceptionnel. Qu'est-ce que c'est 2032e fois, qu'est-ce que c'est que ce scénario? Vous l'avez lu le scénario, c'est un grand film. Enfin, c'est pas des murs quand même, non? Non, mais il faut beaucoup de... fois. Il y a beaucoup de flash, il y a beaucoup de choses comme ça. Enfin, bah, on coupera, vas-y. Je comprends, allez-y. il y a au moins 1500 numéros. Allez-y. Payé? À votre heure. Ah non, L'âge ingrat. 2032e, j'ai jamais dit ça. 33. Ah, 33, il a gagné 33. Moi, je voulais qu'on aille tourner à Brest. Je voulais qu'on aille tourner à Brest. C'est une chose qui était entre nous, tu n'auras pas dû le dire. Un bon crachin brestois. Moi, je me porte beaucoup mieux sur le crachin brestois, mais enfin, si vous voulez, les exigences du film veulent qu'on tourne ici. Alors voilà, je suis venu. Ah oui, tu es venu ici, heureusement, parce que alors si jamais nous avions tourné à Brest, nous aurions la Norac et la goutte au nez, évidemment, parce que là-bas, il fait plutôt frais. Oui, mais ici, moi, je suis liquéfié par cette chaleur. Ah oui, on le dirait pas. Hein? Je suis liquéfié par cette chaleur. Dans Le Tatoué, aux côtés de Louis de Funès, il reprend ce rôle de gentilhomme fauché et roublard déjà esquissé dans Le Gentleman d'Epsom. Jean Gabin incarne un ancien légionnaire porteur d'un magnifique tatouage signé de Modigliani. Louis de Funès, c'est le mécène qui veut aider Jean Gabin, le tatoué, à reconstruire son château. Mais tout n'ira pas sans heurts ni bagarres. Son dernier grand film sera Le Chat, un huis clos suffocant. Face à Simone Signoret, il rompt avec le personnage de patriarche débonnaire auquel il nous avait habitués. On n'a pas l'impression que ça travaille pour vous. Pourtant, c'en est un, quand même. Ah oui, bah oui, c'est un travail. Oui, mais enfin, faut pas en faire un monde, hein. Faut pas en faire un monde. C'est-à-dire que moi, je sais pas du tout quelquefois comment je vais faire les choses, puis je le regarde, puis je l'écoute. Alors ça vient. Ça veut dire que vous êtes... C'est très rare ça, quand on a ça avec les gens. Jean! Voilà. Bon. T'as l'air bien content. En avril 1976, quelques mois avant sa mort, Gabin apparaît affaibli, le regard caché derrière des verres fumés, à la toute première cérémonie des Césars dont il est, à juste titre, le président d'honneur. Je déclare la cérémonie ouverte. Voilà. Jean Gabin, vous m'avez fait souvent l'amitié de me recevoir. Je vous ai toujours senti hanté par ce que vous pourriez laisser à vos enfants. Oh ben, oui, parce que je pense que c'est la norme de la vie, quoi. Quand on travaille, c'est pour avoir un but. Or, quand on a des enfants, le but, c'est de leur laisser quelque chose. Comme moi-même, on ne m'a rien laissé. Enfin, je voudrais leur laisser un peu quelque chose. Un grand nom, non? Ouais, mais ça ne servira pas à grand-chose. Le grand nom, on l'oubliera très vite. Vous préférez les terres? Oui, je pense qu'ils seront plus mieux assis avec des terres que de s'appeler Gabin. Jean Gabin nous a quittés le 15 novembre 1976, à 72 ans, à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, victime d'une leucémie. Jean Gabin est mort ce matin et depuis, il manque une stature. Il manque un pilier au cinéma français. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au studio de Billancourt. J'ai tourné, lui aussi, il était en pleine forme et on avait fait le projet d'aller dîner ensemble ou d'aller voir des matchs de boxe. Je crois qu'il aimait énormément la vie et jusqu'au bout, il l'a aimé beaucoup. Je crois que c'était un homme heureux, contrairement aux légendes. Je crois qu'il était très très heureux de vivre et c'est important. Il disait toujours, nous sommes des saltimbanques, mais tâchons de rester dignes. Et pudeur et dignité sont les deux sentiments qui ont toujours primé dans tout ce qu'il a fait. Le 17 novembre, il est incinéré au cimetière du Père-Lachaise, envahi par une foule d'anonymes venus lui rendre un dernier hommage. J'admirais beaucoup Jean Gabin et je suis toute triste à l'idée qu'il n'est plus. Mais moi je viens du Lot-et-Garonne, monsieur, de Villeneuve-sur-Lot. Alors, vous voyez, il faut aimer quelqu'un. Ses cendres ont été dispersées, selon sa volonté, au large de Brest. Pendant plus de 40 ans, Jean Gabin a incarné le cinéma populaire dans sa diversité et son exigence. Héros du cinéma social des années 30, il jouait avec la même facilité les jeunes premiers romantiques ou les mauvais garçons au grand cœur.
Plus tard, il régnera en maître sur le film policier, passant sans difficulté du flic au voyou, avant d'accepter sereinement son âge et ses cheveux blancs, devenant le chef de clan, le patriarche, le dab, toujours avec la même classe. Si sa disparition fut ressentie si douloureusement par des gens de tous âges, de tous milieux, c'est que pour beaucoup, avec sa silhouette massive, son parler, sa gouaille, Jean Gabin personnifiait le grand-père idéal, doté d'un charisme et d'une autorité magnétisante. C'est aussi pour ça, Monsieur Jean Gabin, que nous vous avons tant aimé. Si vous deviez refaire votre vie, est-ce que vous essayeriez de la vivre telle que vous l'avez vécue? Oh, bah oui, parce que je crois qu'elle se referait. On dit toujours, si je savais ce que je sais maintenant, je refais exactement, vous savez, ça serait exactement la même chose. Ma vie, elle était comme ça, elle est comme ça, puis je crois que quand même, elle n'a pas été trop moche, quoi. Elle n'a pas été trop mal, non? Hein?